Bonjour, bienvenue donc dans un nouvel épisode des entretiens sur le média On est là. Aujourd'hui on va parler ferroviaire et défense, donc des petites lignes de train, puisque on sait sur le Massif central une bonne partie ont été fermées ces dernières années, et une autre partie sont menacées de fermeture. En ce moment est votée une loi cadre au Sénat qui devrait bientôt passer à l'Assemblée et qui doit du coup définir le financement des transports dans les futures années. Donc on est en plein dans l'actu. Et juste avant de démarrer l'émission, je vous rappelle qu'on est en pleine campagne de financement. Notre objectif c'est de réunir 100 soutiens mensuels d'ici le 30 juin pour nous permettre de continuer les vidéos et de pérenniser le média. Donc si vous en avez les moyens, vous pouvez nous soutenir sur mediaonestla.fr et sinon vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne YouTube ou à la newsletter pour être au courant des prochaines vidéos. Bonne écoute. Pour discuter de ce sujet, donc je reçois Bernard Puck. Salut. Bonjour. Tu es donc trésorier de l'association Angoulême. Tout à fait. Et donc Angoulême qui défend la réouverture de la ligne ferroviaire entre Limoges et Angoulême. Je dis pas de bêtises. Exactement. Et qui donc est fermée depuis 2018 entre Saya et Angoulême. Exactement. Et je suis aussi ici au titre de la colère des centrins. Puisqu'avec avec Daniel, on fait partie du comité opérationnel, donc un groupe de 5 personnes qui coordonne les 40 associations qui font partie du comité, du collectif La Colère des Centrales. Et donc avec toi on reçoit aussi Daniel Régnier, donc toi tu es président de l'association Bobsil. Co-président, oui, avec Loïc Gay, c'est ça. Oui, puisque nous avons l'association Bobsil, donc pour Brive, Obja, Pompadour, Saint-Thierry, Limoges. Donc c'est l'association qui s'est créée pour demander la réouverture et la modernisation de l'axe ferroviaire Limoges-Brive via Saint-Thierry. Donc association qui s'est créée en 2023. Donc la spécificité, c'est qu'on est sur 2 départements, donc 2 coprésidents, un pour la Corrèze et un pour la Haute-Vienne. Ok, et donc la ligne Brive via Saint-Thierry est également fermée depuis 2018. Ouais. Ok, entre Saint-Thierry et Obja, c'est ça? Oui, suite à un effondrement à la gare aux alentours de Vignoles-Saint-Saul. Ok, et donc toi aussi tu es dans le collectif de la colère des centrins. Pareil, donc au comité opérationnel, et j'essaye de porter, dans ce collectif il y a des associations qui ont des intérêts divers, on essaye de porter la parole commune sur le rôle essentiel de l'infrastructure ferroviaire dans l'organisation, pour ce qui me concerne, dans l'organisation de l'ensemble des mobilités, et pour les autres associations, simplement pour avoir des trains au quotidien, quoi. Au quotidien. Pour commencer, donc il y a cette loi cadre qui est en ce moment en train d'être discutée, qui a été votée par le Sénat, il me semble, il n'y a pas très longtemps, qui devrait peut-être bientôt passer à l'Assemblée nationale. L'un de vous deux peut peut-être nous décrire ce qu'il y a dans cette loi, pourquoi elle est prévue. Eh bien, je peux peut-être commencer, Daniel, et puis je te laisserai compléter. Cette loi cadre, effectivement, elle a été votée à une très large majorité par l'ensemble des sénateurs et sénatrices français, et nous, on le déplore. On le déplore pour quelques bonnes raisons. Première grande raison, c'est que nous, on avait fait un travail de fond. On avait proposé 24 amendements à cette loi cadre telle que l'avait pensé le ministre Philippe Tabarot, notamment parce qu'elle ne prévoit aucune source de financement nouveau d'ici 2031 pour les trains, et notamment pour les lignes de desserte fine du territoire. Alors qu'elle se donne pour objectif, j'imagine, de quand même... Alors que c'est une urgence absolue, on a un réseau qui est au bord de l'effondrement. On a vu, il y a quelques années en Allemagne, cet effondrement surgir et poser des problèmes dont l'Allemagne ne s'est pas encore relevée. Et donc nous, on a besoin de financement d'urgence. Et cette loi cadre passe complètement à côté et reporte à 2031-2032 de nouvelles sources de financement. Donc ça ne résout pas le problème et on va droit dans le mur avec cette loi cadre. Deuxième point qui nous a fait sortir des gonds, c'est que cette loi cadre prévoit l'indexation du prix des billets de train sur l'inflation. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura un pet dans le détroit d'Ormuz ou ailleurs, une nouvelle crise des énergies fossiles, eh bien, on aura du mal à faire du train et on aura du mal à prendre nos trains. C'est complètement illogique de nous sanctionner doublement. On est déjà à la peine. Et je rappelle d'ailleurs qu'au mois d'avril de cette année, la fréquentation des TER au niveau français, au niveau global français, a bondi de 15% par rapport à avril 2025. Oui, à cause du prix du gasoil. Oui, notamment, ouais. Parce que les gens ne savent pas faire autrement pour se déplacer. Eh bien là, nos sénateurs et sénatrices, qu'ils soient socialistes, écologistes, de centre-droit, de droite, ont voté massivement pour l'augmentation des prix de nos billets de train. Il y en a, je crois, 19 qui ont voté contre. Il y en a 19 qui ont voté contre. Donc il y a le groupe communiste et un sénateur centriste. Ok. Donc on les remercie de s'être opposés à cette loi. Et donc sinon il y a quand même un large consensus pour globalement continuer et rien changer. Et rien changer. Et c'est surtout une loi qui prévoit d'aller plus radicalement
dans le démantèlement et l'éclatement du système ferroviaire par la privatisation en fait, du ferroviaire qui nous inquiète. Ce morcellement, on l'a vu ailleurs, dans d'autres pays, n'est pas signe de bon développement et de bon usage pour nous, usagers et usagères du ferroviaire. Et cette loi prévoit à la fois que la plateforme SNCF Réseau soit contrainte de vendre des billets SNCF Connect, oui, tu veux dire SNCF Connect, oui. Pardon. Elle prévoit qu'également l'État cède à titre gratuit des emprises ferroviaires pour que les opérateurs privés puissent y installer leurs bâtiments de maintenance, par exemple. Elle prévoit un rejet de normes environnementales et d'hygiène, notamment sur l'amiante. Donc tout ça est fait pour accélérer l'ouverture à la concurrence, et ça ne va pas dans le bon sens. Voilà. Et alors, tu rajoutes quelque chose? Oui, donc cette loi 4 des transports, parce que ce n'est pas une loi 4 sur le ferroviaire, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Cette loi 4 des transports, elle travaille aussi sur le transport fluviaux, sur les transports routiers, etc. Il faut avouer que sur le cas du ferroviaire, c'est vraiment très succinct, et finalement, on remet les financements aux calendes grecques, parce qu'on dit après 2031, 2032, on parle d'une loi de programmation qui serait à mettre en œuvre, mais on ne donne pas de délai. Ouais. On donne sur pas de délai, et cette loi de programmation, c'est là où on pourra parler des financements. Ce qui pourrait aussi être une bonne chose, on peut se dire qu'il y a au moins ce truc de dire, bon, on va commencer à essayer de voir, avoir une stratégie, quoi, parce que pour l'instant, on dirait qu'il n'y en a pas trop non plus. Seulement qu'aujourd'hui, le réseau ferré français est au bord de l'effondrement. Il faudrait 1,5 milliard par an pour arriver à la maintenir en l'état où il est actuellement. C'est-à-dire, on ne parle même pas d'améliorer la qualité de service ou d'améliorer les choses. On parle juste de continuer à faire rouler les trains, des fois à 40, des fois à 30, parce que l'infrastructure ne le permet pas. Donc, on est au bord de l'effondrement. Ça s'est déjà vu par le passé. Les Anglais l'ont fait. Et il y a eu nombre d'accidents dus à des problèmes d'infrastructure, des problèmes d'infrastructures vieillissantes non entretenues, parce que les opérateurs privés, il faut qu'ils fassent des économies. On leur dit, vous allez payer l'infrastructure. Bon, on va payer l'infrastructure, mais on fait l'économie. Ce qui a conduit les Anglais, 10 ans après, à revenir, à remettre l'infrastructure dans le giron public. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'ils ont appris la leçon, puisqu'ils continuent quand même dans les errements libéraux. Après, on n'est pas là en France, puisque je crois que là, l'idée, c'est de privatiser pour l'instant, un peu uniquement le service voyageur, on va dire, et garder l'infrastructure publique. Là-dessus, je tiens à souligner que cette loi de programmation, telle qu'elle a été votée par 310 sénateurs-sénatrices, prévoit la mise en place de partenariats publics-privés sur l'infrastructure. Donc, par exemple, on peut imaginer... Comme c'est le cas sur le Poitiers, sur la ligne LGV Poitiers-Bordeaux, ce qui coûte une blinde, hein, puisque Vinci, il fait des péages exorbitants, pour l'instant pour la SNCF. Eh bien, ça, c'est prévu également dans cette loi cadre, que l'infrastructure puisse faire l'objet de PPP, comme ils disent, pour pouvoir engraisser les poches d'opérateurs, enfin de privés, d'acteurs privés. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'en Allemagne, donc, ils en sont au même point que nous, ils font face à un effondrement de leur système ferroviaire, de leur réseau. Des incidents se multiplient, le réseau n'a pas été bien entretenu. Ils ont appliqué la même doctrine libérale que les Anglais, et que celle qu'on est en train d'appliquer. D'abord les Anglais, ensuite les Allemands, et après nous. Donc on est en train de rattraper les Allemands. Sur l'inefficacité de la libération du ferroviaire, on est en train de rattraper les Allemands, puisqu'on est au même point qu'eux, on est dans une situation d'effondrement du réseau. Alors on nous dit qu'il faut que les lignes soient rentables pour rester ouvertes. Mais aujourd'hui, qui va demander, ce que disait Bernard, qui va demander à une collectivité de fermer une route parce que personne n'y passe? Oui, aucune collectivité ne ferme de route, et on la n'imagine pas. collectivité ne va pas exiger un péage aux véhicules routiers qui empruntent la voie pour l'entretenir. Et or, c'est ce qu'on demande au système ferroviaire. Et de plus, on demande à SNCF Réseau, donc à SNCF Voyageurs ou Fret, de payer des péages pour financer l'infrastructure. Mais on va exempter certaines compagnies privées qui voudraient rentrer sur le système de ces mêmes péages. Ça veut dire qu'ils vont faire rouler des trains sans contribuer à la maintenance du réseau. Oui, donc c'est inacceptable. Pour aller dans le détail, c'est par exemple Trenitalia, ou tous les nouveaux entrants comme Trenitalia ou la Renfe, qui font des TGV. Sont exonérés pendant 4 ans de péage. Une réduction de l'ordre de 30%, je crois, hein, quelque chose comme ça. Oui. Et après, c'est dégressif, mais effectivement, les premières années sont très avantageuses, ce qui fait un retard de financement pour le réseau.
et c'est autant d'argent qui ne va pas aussi dans la péréquation de l'entretien du réseau, c'est-à-dire à l'entretien des lignes de desserte fine. Donc la péréquation qui voudrait que là où les lignes sont rentables, par exemple sur des lignes Bordeaux-Lyon, TGV qui sont plutôt très rentables, qu'elles participent à financer le reste. C'est un peu le reproche que je fais au Sénat, qui soi-disant est là pour défendre les territoires, c'est de ne pas se préoccuper de l'aménagement du territoire. Mais de donner des gages aux sociétés privées finalement et aux fonds financiers. Et je voudrais que les élus qui demain vont voter pour les sénatoriales entendent cela, et qui leur posent la question sur quelle est leur définition de l'aménagement du territoire et de la défense des territoires. Dans cette loi, il y a quand même un dernier truc qui paraît intéressant, c'était de financer une partie des infrastructures de transport avec les recettes des péages. Autoroutiers. Oui. Péages autoroutiers. Alors comment ça se passe? Parce que les péages, pour l'instant, c'est encore des compagnies privées. Comment ça se passerait? Eh bien, on sait que les concessionnaires d'autoroutes engrangent des profits assez colossaux. On parle de 4,5 à 5 milliards d'euros par an de profits pour les 4 ou 5 sociétés qui exploitent des autoroutes en France. D'ailleurs, la Cour des comptes avait pointé du doigt le fait qu'il faudrait peut-être mettre fin à ces concessions autoroutières. Et il se trouve qu'en 2031-2032, ces contrats de concession autoroutière vont arriver à leur bonne fin. Et en 2026, le ministre des Transports Tabarot, du gouvernement Lecornu, a décidé de prendre le devant et par cette loi cadre, qui est un faux-nez en fait, pour pouvoir renouveler les concessions autoroutières, il a fait cette loi en disant on prend les devants et on va dire qu'on va renouveler automatiquement en 2031 et 2032 ces concessions autoroutières au privé, alors même en leur demandant, en prélevant une taxe sur les péages. Taxes sur les péages qui vont s'empresser de répercuter sur le prix des péages eux-mêmes. Donc, il y avait d'autres solutions, notamment la création d'un opérateur d'État pour les autoroutes, qui aurait permis de ramener ces 5 milliards d'euros de bénéfices dans les mains de l'État pour pouvoir les réaffecter en totalité à l'infrastructure routière, fluviale et ferroviaire. Et au passage, en plus, peut-être récupérer le contrôle sur les prix des péages, qui en fait aujourd'hui en plus, récupérer le prix du contrôle. Donc il y avait d'autres moyens de faire, et ce n'est pas le choix qu'a fait Philippe Tabarot, ministre des Transports, et Sébastien Lecornu. Ils ont fait le choix justement de faire une loi cadre des transports, tu as raison, des transports, cette année. Mais depuis un an, on le voyait, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle mission, une nouvelle commission d'enquête, etc., il y avait marqué prix des péages. Parce que, voilà, ils voulaient s'empresser, avant la fin du mandat, de faire ce cadeau de 5 milliards d'euros par an à leurs copains concessionnaires autoroutiers. Après, peut-être préciser, du coup, c'est une loi cadre, donc ça veut dire qu'en l'état, ça va rien acter de concret. Elle va juste poser un cadre pour des prochaines lois qui, elles, pour le coup, pourraient acter du financement. Alors, elle acte beaucoup de choses de concrètes. Ouais. Cette histoire de renouvellement des concessions autoroutières, actée. Ouais. Les histoires de partenariat public-privé pour l'infrastructure ferroviaire, actées. L'augmentation du prix de nos billets de transport en commun sur l'inflation, actée. Le fait que des régions qui ont des rames amiantées puissent les faire opérer à des opérateurs du privé, acté. Donc tout ça, c'est acté. Donc c'est pas une loi bidon, c'est une loi qui est structurante et qui est affligeante. Et alors là-dessus, vous avez fait un travail, vous êtes même allé avec la colère des centrales manifester à Paris, il me semble. À quel moment déjà c'était juste avant l'entrée au Sénat c'était le 15 mai, il me semble. Oui. Non, le 15 avril. 15 avril, ouais. Le 15 avril. Le 14 avril, et puis la loi a été examinée au Sénat en première lecture du 15 au 16 avril. Hein. Ok. Et du coup, vous avez fait un travail d'amendement, c'est ça que vous avez proposé? Oui, on a rédigé 24 amendements, ils sont là justement pour pouvoir faire des propositions sur le ferroviaire. On a tenté de coucher sur le papier les différents objectifs communs que les 40 associations avaient. Okay. C'est-à-dire de les écrire, de les remettre dans le contexte et aussi de discuter financement, même si on savait que le financement n'était pas l'objet de la loi cadre. Oui. Il faut une loi, une autre loi pour discuter de financement. La loi de cadre, elle fixe juste comment on fait les choses, qui paye oui, ce qui est quand même un peu lié au financement, mine de rien. Oui, mais elle ne décide pas des financements. Donc nous, on a fait des 24 propositions. Là-dedans, il y a même y compris des pistes de financement supplémentaires, de financement autres, parce qu'il y a effectivement les péages d'autoroute, mais il y a d'autres façons de financer l'infrastructure ferroviaire. Et donc c'est
C'est une synthèse des objectifs communs des 40 associations. Alors peut-être on ne va pas lire les 24, mais une partie peut-être les plus... Non, alors il y a la première des choses, et qui n'a pas suffisamment été inscrite dans la loi telle qu'elle sort du Sénat, mais on peut espérer que lorsqu'elle sortira de l'Assemblée, ce sera clair, c'est d'aboutir avant 2027, c'est-à-dire avant qu'il y ait ces élections présidentielles et législatives, à une loi de programmation, donc une loi sur 10 ans, des mobilités. Pas seulement le ferroviaire. Et pour nous, c'est ce qu'on propose dans ces amendements, c'est que cette loi de programmation, elle soit articulée autour de la stratégie nationale bas carbone, et qui prévoit de doubler la part de modale du train d'ici 2050. Et donc, sur les 10 ans 2027-2037, il faudrait qu'on fasse la moitié de ce chemin-là. Et quand on fait les choses bien, pour faire la moitié de ce chemin-là, il faut qu'on accroisse les fréquentations ferroviaires de 7% l'an, il faut qu'on accroisse le transport des marchandises de 7% l'an, et pour ça, ça nécessite d'investir dans l'infrastructure, dans du matériel, dans des trains de nuit, etc. Et donc tout ça, on l'a structuré dans ces 24 amendements. Et cette loi de programmation, c'était notre amendement 0. Nous, on veut qu'elle soit capée dans le temps, et que la loi la loi cadre, qui va être discutée à l'Assemblée nationale, prévoit et impose au gouvernement actuel ou à d'autres gouvernements qui viendraient d'ici là, que d'ici 2027, cette loi de programmation soit établie. Il faut que ce soit imposé au gouvernement. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'on a tout un corpus d'amendements sur la nécessité d'investir sur les lignes de desserte fine du territoire, sur les trains d'équilibre du territoire, notamment les lignes structurantes transversales. On a beaucoup parlé du Bordeaux-Lyon par Massy. Donc nous, on a deux gares, Massy-Bénédictin et Massy-Ferrand, qui sont directement entre Bordeaux et Lyon. Donc on va peut-être les renommer pour que le train passe par là, puisqu'il faut s'appeler Massy pour avoir des trains qui fassent la liaison Bordeaux-Lyon. Donc il faut qu'on ait ces trains d'équilibre du territoire. Les trains de nuit, j'en ai parlé, et le redéveloppement du fret qui contribue à l'équilibre technico-économique de la bonne vie d'une ligne. Donc tout ça, on l'avait structuré. Et comme le disait Daniel, aussi des propositions de financement, même si elles ne peuvent pas être inscrites dans la loi cadre, mais plutôt dans une loi de programmation, qui permet de couvrir tout ce besoin de développement 2027-2037. Et ça, Daniel, si tu veux bien rappeler nos pistes ou nos propositions de financement. Oui, il y a déjà les péages autoroutiers, il y a... Tu me poses un piège là, parce que je ne l'ai pas rappelé par cœur. Alors, je les ai sous les yeux, Daniel. Oui. Donc, il y a la TICPE, je sais. La TICPE, c'est-à-dire le droit d'assises sur les carburants. C'est une taxe qui est prélevée sur tous les carburants dès qu'on achète un litre de carburant. Donc ça représente entre 28 et 30 milliards d'euros par an. Okay. Et à l'heure actuelle, il revient à peu près 1 milliard, 1,5 milliard aux ferroviaires. Donc on prévoit d'affecter une part et une autre est consacrée au paiement de la dette de la France. Donc nous, on propose de passer de cette part pour le ferroviaire à 9 milliards d'euros par an. Donc ça fait déjà une bonne contribution. Après, il y a si on parle de transport, il y a aussi l'aérien qui paye très peu de taxes sur le kérosène, ce qui est scandaleux de nos jours. On ne peut pas avoir des transports qui ont mis en concurrence entre eux s'ils n'ont pas c'est au niveau fiscal, ils ne sont pas assouplis au même régime. Donc il y a une contribution spécifique du transport aérien qui est prévue. Donc effectivement, c'est bien marqué dans l'amendement 12, elle a aligné la fiscalité aérienne avec les objectifs de report modal. Donc il y avait aussi l'éco-contribution sur le transport routier de marchandises, pas de cabotage, mais l'international, ce qui traverse, le transit. Quelque part, les camions qui transitent par la France devraient payer une taxe, une écotaxe pour traverser. Alors pourquoi pas tous les camions ? Parce qu'on ne veut pas contraindre les entreprises françaises dans notre territoire. Nous, sur Angoulême-Limoges, par exemple, on a des entreprises qui sont établies à Saillat-sur-Vienne, à Roumazières, etc. On ne va pas les pénaliser. Par contre, on sait qu'ils circulent entre Angoulême et Limoges 4000 camions jour qui font que passer d'Espagne à l'Allemagne ou à la Suisse. Oui. Et ces 4000 camions jour, quand on fait nos comptes, et si on leur applique une fiscalité très basse par rapport à ce qui se pratique dans d'autres pays d'Europe, c'est 22 millions d'euros par an, à minima, que l'on pourrait lever pour pouvoir financer l'infrastructure routière, parce qu'il faut encore faire des travaux sur la route nationale 141, et la rouverture de la ligne Angoulême-Limoges. Donc tout ça, c'est des mesures qui sont concrètes. Puis aussi peut-être...
suggérer que le trafic de transit pourrait se faire par le ferroviaire. Oui, notamment par une ligne Bordeaux-Lyon passant de la centrale qui permettait de mettre l'Europe à portée de l'Atlantique assez rapidement par du fret ferroviaire. Mais il va falloir vraiment réfléchir globalement et se dire comment je fais revenir du fret sur ces petites lignes, comment je enlève le fret, quel fret je peux retirer de la route. Le cabotage, où on l'a vu, c'est pas la peine, mais quel fret je peux retirer de la route et comment je peux favoriser son report sur le rail. Parce que derrière, il y a aussi la question de la dépendance énergétique. Parce que tous ces camions qui roulent, il faut bien les alimenter. Quand on voit les prix du carburant en ce moment, on se dit que même les patrons routiers doivent avoir du souci à se faire par rapport à leurs finances. C'est sûr que là, ça doit être compliqué. Donc ça, c'est le premier point. Donc le transport collectif peut être un moyen de réduire la dépendance énergétique. Et si on réfléchit, au lieu de réfléchir à mettre des voitures électriques entre les mains de tout le monde, si on réfléchit à électrifier les lignes qui ne le sont pas, on est encore plus dans la perspective d'une réduction de notre bilan carbone et de notre dépendance énergétique. Je voudrais rester sur l'aspect énergétique. Si on fait une loi de programmation 2027-2037 et que l'on atteint les objectifs de report modal de la stratégie nationale bas carbone, eh bien, l'économie énergétique à l'échelle de la France serait de 40 TWh. 40 TWh, ça parle à personne. Eh bien, c'est l'équivalent de 3 réacteurs EPR modernes. 3 réacteurs nucléaires, c'est énorme, 40 TWh. Et c'est également des économies. Tout ça parce que le train, on le sait déjà depuis 200 ans, est plus efficace que la route avec le goudron et le pneumatique. 6 fois moins d'énergie pour transporter quelque chose en train que sur une route. Eh bien ça, c'est 40 TWh. C'est aussi, comme le disait Daniel, source d'indépendance et de souveraineté nationale, mais également source d'économie tout court. Ce qu'on voit, c'est que cette loi cadre, elle a l'air de continuer dans la droite lignée de l'ouverture à la concurrence et de la libéralisation. Tu le disais, avec ce truc-là, on va obliger SNCF Connect à vendre les billets des entreprises concurrentes, ce qui montre un peu complètement l'absurdité de ce truc où on est obligé de contraindre les opérateurs à se faire haute concurrence à eux-mêmes. Enfin bon, ça n'a un peu aucun sens. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu justement de cette ouverture à la concurrence, notamment pour les TER? Il y a eu des actualités récemment. Où est-ce que ça en est? On a eu des actualités en Nouvelle-Aquitaine autour de l'attribution du lot A, du lot Poitou-Charentes, donc côté de Saintes, Angoulême, La Rochelle, où ce lot a été finalement attribué à une filiale de droit privé de la SNCF. Parce que donc il y a eu un schmilblick là un peu bizarre. Alors on peut parler de schmilblick, mais on peut parler de véritable omerta. Et nous, on est ici en Limousin, et le deuxième lot à être ouvert à la concurrence, ça va être le lot B, Périgord-Limousin. Périgord-Limousin, donc... oui. Et nous, ce qui nous dérange beaucoup, c'est que tout ça se fait sans aucune transparence. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a des cahiers des charges qui ont été établis, qui définissent les fréquences de train, les taux de service, tout un tas de choses qui nous intéressent tout en tant qu'usagers et usagers. C'est quand même comme ça qu'on va être transporté demain. Eh bien, tout ça, c'est couvert par le secret des affaires. Mais mon Dieu, le secret des affaires, en ce qui concerne la fréquence des trains entre Angoulême et Saint-Thirier, ou entre Angoulême et Limoges, ou entre Limoges et Saint-Thirier, c'est quand même aussi notre affaire. Et puis, ces attributions qui se font en petite commission, voire en très petit comité, puisque c'est le président de l'exécutif qui décide en dernière main. C'est Alain Rousset, donc là, président de la Nouvelle-Aquitaine. Nous, c'est pareil, nous, on demande que les associations d'usagers et usagères, on est grands et responsables, on le voit quand il s'agit d'écrire des amendements, d'étudier des projets de loi, on est là, on le fait avec sérieux, et on est force de proposition. Eh bien, on voudrait être consulté et être dans les commissions d'études des offres pour pouvoir dire ce qu'on a à y dire en tant qu'usager usagère. Il ne serait pas difficile de mettre un peu plus de démocratie et de transparence dans le processus actuel. Après, au-delà de ça, peut-être le processus en lui-même. Donc ça, c'est ce qui s'est passé sur le loi et qui nous inquiète parce que nous, on est les prochains sur la liste. Mais ce qui nous inquiète, c'est qu'au moment où on nous parle d'économie, et notamment la région a pris la décision dans le budget 2026 de faire sauter, je crois, une ligne de 16 millions d'euros pour les travaux d'urgence, quitte
à tirer les conséquences que 6 lignes supplémentaires pourraient être fermées en région Nouvelle-Aquitaine. Eh bien, voilà, 16 millions d'euros, on nous dit que ça peut refermer 6 lignes supplémentaires, ça on est prêt à l'assumer. Mais l'ouverture à la concurrence, il faut voir ce que ça coûte. C'est un pognon de dingue, cette histoire-là. Il faut faire des centres de maintenance, un centre de maintenance pour un opérateur isolé, puisqu'on a des lots, et chaque opérateur est indépendant. Donc ce qui se faisait à Saintes ne va plus être valable pour l'opérateur qui sera sur Limoges, et vice-versa. Chacun a ses matériels roulants. Donc quand il y en a un en panne, ça ne se communique pas. Le personnel, pareil. Donc cette démutualisation, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, cette démutualisation ou cet allotissement, c'est synonyme de surcoût d'investissement et de surcoût d'exploitation. Eh bien ça nous préoccupe, parce que nous, d'un côté, on nous dit qu'il faut faire des économies, où on n'a plus les moyens, il faut se serrer la ceinture, et de l'autre côté, il faut ouvrir la concurrence et dépense en centaines de millions d'euros. Je crois que pour la région de Nouvelle-Aquitaine, on parle de surcoût à hauteur de 200 millions d'euros. Pour la Nouvelle-Aquitaine, pas pour l'entreprise. Pour la Nouvelle-Aquitaine. D'accord, à la charge de la collectivité. Pour pouvoir s'inscrire dans l'ouverture à la concurrence. Donc, nous, c'est ce qu'on a écrit. Nous, on propose déjà de se poser et d'avoir un retour sur expérience des premiers lots ouverts à la concurrence. On a vu l'an dernier le premier opérateur privé allemand, la société Transdev, c'est pas des philanthropes, rentrer sur le lot de la ligne Nice-Marseille, la ligne ZOO. Et ça pose des problèmes. Des problèmes ça se passe pas bien. Des problèmes de sécurité. En Normandie, c'est pareil, c'est la RATP qui opère maintenant les trains normands, avec des problèmes de sécurité, puisqu'il y a des choses qui ne s'étaient jamais vues dans l'histoire de la SNCF, pourtant ça remonte à vieux, qui maintenant arrivent. Et ça, c'est inquiétant. C'est quand même assez curieux de faire de la concurrence pour que ce soit par exemple la RATP, qui reste une entreprise publique, faire concurrence à la SNCF de l'autre côté, ça reste un peu particulier, parce qu'au final, le donneur d'ordre, ça reste globalement l'État. Alors la RATP, c'est peut-être pas tout à fait... Parce que même sur le LOA de Poitou-Charentes, c'est pas la SNCF, c'est une filiale privée de la SNCF. De droit privé. Donc, mais qui va être 100% la propriété de la SNCF, qui elle-même est 100% la propriété de l'État. Par contre, les salariés de cette société privée, ce ne sera pas des cheminots de la SNCF, ce seront des sociétés de la société privée, des cheminots de la société privée, qui, le jour où ce lot-là sera repassé à un autre opérateur, seront transférés avec une régression de leur et à chaque fois, il y a renégociation, etc. De leurs acquis sociaux pour pouvoir faire en sorte que le bignou soit rentable. En fait, on est en train de faire de la concurrence, en train de faire de la concurrence libre et non faussée obligatoire. C'est-à-dire qu'on est en train de fausser complètement cette notion. On nous la vend comme pour Orange, France Télécom, comme pour EDF. France Télécom et EDF, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, l'équipement en fibre du territoire, les opérateurs privés, puisqu'ils sont tous privés, rechignent à couvrir les 40% de territoires ruraux qui ne le sont pas. Oui, il faut que l'État mette à un moment donné même pas l'État, et les collectivités, les communes et en tout. En Corrèze, par exemple, c'est le département qui a payé. Donc ce sont les collectivités locales qui sont obligées de mettre la main à la poche pour compenser la perte du service public. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Europe est revenue sur cette notion de concurrence obligatoire et ils ont laissé les États maîtres de décider, lorsqu'il s'agissait d'aménagement du territoire, et non plus de rentabilité, et de décider de ne pas faire des appels d'offres pour une mise en concurrence, mais de faire appel à un opérateur, y compris l'opérateur public désigné comme opérateur public. Donc on ne peut pas dire que là, l'Europe ne rend plus ça obligatoire. Disons que l'Europe est revenue un petit peu en arrière sur la pression de certains États. Donc, mais la France a toujours été un très très bon élève en matière d'application des directives européennes. Je vais revenir sur la séparation entre SNCF et RFF en 1997. L'Europe s'est imposé une séparation comptable du gestionnaire d'infrastructure par rapport au gestionnaire voyageurs et fret. Et l'État français a décidé d'aller au-delà et de faire une séparation physique. C'est-à-dire pas seulement comptable, mais aussi de créer une entité. Oui, donc deux entreprises. Deux entreprises. Ce que l'Europe ne demandait absolument pas. Bon, l'histoire a capoté au bout de 10 ans. Il a bien fallu revenir en arrière. Mais on a été un très bon élève, mais on a mis la charrue avant les bœufs.
Et donc aujourd'hui, on dit arrêtez, il nous faut un moratoire. Oui. Il faut un moratoire, il faut qu'on décide de geler toutes ces mises en concurrence, toutes ces procédures de partenariat public-privé, et qu'on fasse le point. Pour dire, ce qui a été fait. Faire un bilan. Et alors le bilan, du coup... Le bilan économique, le bilan sur la sécurité, et le bilan sur la qualité, pour nous, usagers, usagères. Et sur l'aménagement du territoire. Et sur l'aménagement du territoire. Sur le service apporté aux usagers. Donc ce bilan, il faut qu'on le fasse parce qu'on n'y voit pas clair. De toute façon, c'est fait pour qu'on n'y voit pas clair, donc on y voit forcément de moins en moins clair. Et il faut qu'on prenne du recul pour savoir vraiment qu'est-ce qu'on fait. Et nous, on préconise, notamment en Nouvelle-Aquitaine, d'arrêter les bêtises là où elles sont, c'est-à-dire au LOA, et de prendre le temps de le voir en exploitation, et d'avoir un moratoire de 5 ans avant de faire le lot B et le lot C. Et un bilan des réformes antérieures, parce qu'il va falloir à un moment donné qu'on nous dise combien ça a coûté la création de la RFF à la collectivité, à l'État, combien ça a coûté, quel bénéfice on en a retiré, est-ce qu'on a amélioré la qualité de service, est-ce qu'on a amélioré le réseau ferré français. Moi je dis non, puisque si on n'en serait pas aujourd'hui au bord de l'effondrement, si ça avait déjà amélioré tant soit peu. Mais on n'a pas besoin de McKinsey pour faire un bilan. On peut leur retenir le crayon. Ça nous, on sait aujourd'hui qu'avec 1,5 milliard par an, on maintiendra juste le système, le réseau ferré dans l'état où il est actuellement. C'est-à-dire qu'on n'ira pas. Donc il y a encore un peu de chemin à faire avant de réouvrir des lignes, et même avant de moderniser, tout simplement. Et peut-être préciser que sur l'ouverture à la concurrence, alors il y a souvent on parle du coup des services librement organisés comme les TGV qui là sont rentables pour une partie. Et donc des entreprises privées se placent dessus, font leur fric. Et de l'autre côté, par contre, pour les TER, c'est un autre fonctionnement, parce que de base, c'est les régions qui financent. Et donc là, au lieu de financer la SNCF pour faire rouler les trains, ils vont faire une commande et une entreprise privée, mais en réalité, le profit vient entièrement de l'argent qui est payé par la région. Et il y a entre les deux les TET aussi, puisqu'à Limoges, on va être bien payé pour savoir, puisque dès qu'on aura eu la rénovation de la ligne POLT, Paris-Orléans, Limoges-Toulouse, et dès qu'on aura reçu ces fameuses rames oxygène, si elles existent un jour, eh bien, ce sera donné au privé. Donc on va mettre faire un appel d'offres et c'est parti. Et donc, qu'est-ce qu'on aura ? On aura un opérateur pour venir de Saint-Thirier ou d'Angoulême à Limoges, un autre opérateur pour monter à Paris, et puis après, pour aller à Lille, on sautera dans un TGV de je ne sais qui. Alors, je vous signale que déjà, en termes de tarification, ça va pas être bien clair, mais le jour où il y aura un retard quand on arrive à la gare de Limoges, le TER opéré par Margoulin du train, eh bien, il ne va pas nous attendre, il partira sur Saint-Julien ou sur Saint-Thirier ou sur Guéret. Donc tout ça pose un problème. Je voulais revenir sur le puisque tu parlais de TGV, Lucas. Ouais. Les TGV, en ce moment, il y a une mission qui a été confiée par le gouvernement, une énième mission, ça ne doit pas coûter cher, ça, pour évaluer la rentabilité des gares. Et donc, la rentabilité des gares. Parce que les arrêts ou les haltes TGV sont de plus en plus remis en cause. Et notamment, par exemple, Paris, Poitiers, Angoulême, Bordeaux, eh bien, je pense que dans l'avenir, il y aura beaucoup moins d'arrêts en gare d'Angoulême. Et beaucoup moins d'arrêts en gare de Poitiers, parce que ces arrêts sont moins rentables. Et donc, les opérateurs, que ce soit la SNCF ou d'autres concurrents, Velvet ou le train voyage à Angoulême, ils auront intérêt à sacrifier des haltes TGV ou des arrêts TGV pour rentabiliser sur le cœur de meule. Donc ça, c'est exactement la logique de la privatisation qui s'applique également à la SNCF, qui devient de plus en plus une boutique à générer du cash. Nous, ce qu'on défend, ce que je défends au sein de Bobsil, c'est une vision globale des mobilités. C'est-à-dire on a la chance d'avoir un maillage ferroviaire qui reste quand même important. Il ne faut pas oublier non plus qu'en 1995, 3600 km de lignes devaient disparaître et merci aux cheminots de l'époque qui ont permis qu'on conserve ces 3600 lignes. Donc on a un maillage ferroviaire qui couvre le territoire. Comment aujourd'hui ne pourrait-on pas imaginer d'avoir une vision globale, c'est-à-dire comment on met les transports non plus en concurrence mais en coordination, comment on procède à la coordination des transports, comment on fait travailler tout le monde dans un schéma global intégré qui prenne en compte les besoins et non plus uniquement les critères de rentabilité. Alors moi, pour la ligne que je défends, donc Brive-Limoges par Saint-Thirier sur la partie Saint-Thirier-Obja, on a des zones, on a des bassins d'emploi.
On a des bassins d'études. Ouais. On a des bassins d'études, il y a des lycées, que ce soit Saint-Thierry, donc accès à Pompadour, les collèges, et on a des bassins de vie. On sait par un rapport qui avait été commandé pour le CE de la SNCF, donc le cabinet de gestes, que sur cette ligne-là, il y a 8000 navetteurs jour qui font des trajets quotidiens parallèlement à cet axe, mais qui le font en voiture. Donc ça veut dire qu'on a un potentiel derrière de clients, mais ça veut dire qu'il ne faut plus raisonner, uniquement circulation ferroviaire, il faut raisonner coordination de l'ensemble. C'est-à-dire, et pour cela, il nous semble qu'il est important qu'il y ait un chef d'orchestre. Et naturellement, il nous paraît évident que ce chef d'orchestre soit l'État. C'est-à-dire qu'on aille vers un pôle public des mobilités, et parce que la fameuse loi cadre, si on lit le préambule, elle est pleine de bonnes intentions. Hein. Ouais. Se servir des infrastructures existantes, ne plus créer de nouvelles infrastructures. Ils ont mis du pchit, ils ont mis de la mousse au début, mais derrière, il n'y a rien. Il n'y a rien en termes de réduction de bas carbone, en termes de politique globale d'optimisation des infrastructures existantes, elle est vide de chez vide. Donc ils ont pris la leçon de la conférence Ambition Transport, ça, ils ont bien pris les attendus et je dirais les bonnes intentions du texte, mais ils s'en sont arrêtés aux bonnes intentions, ils n'ont pas été développés plus loin. Alors que si on prend le rapport du Conseil d'État, si on prend l'avis du Conseil économique, social et environnemental, si on prend l'avis, j'oublie, on a plusieurs avis, ils se rejoignent tous sur le même principe, c'est optimiser et renforcer l'existant. Et donc ça m'amène à parler donc des financements d'urgence que la région de Nouvelle-Aquitaine a décidé de suspendre. Bon, il est évident que l'enveloppe de la Nouvelle-Aquitaine pour les financements d'urgence n'était rien s'il n'y avait pas une contrepartie de l'État en face. Donc le chantage qui est fait, c'est si l'État ne prend pas sa part, nous on ne prendra pas la nôtre. Mais moi je veux bien entendre que M. Rousset dise qu'il n'a pas de compétences en matière d'infrastructure ferroviaire. Mais à ce moment-là, il faut que ça vaille pour toutes les infrastructures ferroviaires. Comment peut-on envisager de financer une LGV qui est du domaine commercial, on parle de LGV Bordeaux-Toulouse notamment. Oui, et délaisser les lignes de transport du quotidien, du TER, qui sont eux d'aménagement du territoire. Donc je veux bien entendre qu'il n'ait pas de compétences en matière d'infrastructure ferroviaire, mais bon, il va falloir quelque part être cohérent. Il a quand même voté la loi de 2014 lui-même. Bien sûr. Loi qui a reporté sur les régions une partie de la responsabilité du financement des TER. Donc, oui, sur cette ouverture, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, je pense que sur le voteur de la concurrence, c'est clair, nous on a des inquiétudes sur les coûts, sur la sécurité et sur la qualité. Et notre proposition, c'est on fait une pause, on fait un retour sur l'expérience clair de ce qui se passe sur les lignes ouvertes à la concurrence, complet, exhaustif, de manière indépendante. Et on informe les citoyens. Et pendant ce temps, on ne remet pas trois pièces dans le bousin, parce qu'on va à la catastrophe avec cette histoire d'allotissement et de démantèlement de ce qui reste de notre industrie du transport ferroviaire. Très bien. On va passer peut-être ensuite à l'actualité un peu de vos associations et des deux lignes que vous défendez. Peut-être on peut commencer par Bobsil. Où est-ce que ça en est, cette ligne de train ? Nous, on est dans la même situation qu'Angoulême, sauf que nous, on n'a même pas le début de l'amorce de l'annonce d'une étude de faisabilité. On est dans un système où on a soi-disant un transport à la demande, mais le transport à la demande, déjà, il est peu efficace. Beaucoup de personnes nous ont dit que des fois, ils attendaient 1 heure pour avoir ne serait-ce qu'un taxi pour faire le trajet. Il n'y a même pas de bus. Il n'y a pas de ligne de bus de prévu. C'est le transport à la demande, vous appelez, puis ils adaptent la... Ouais. Mais bon, c'est pas comme ça qu'on va donner l'envie d'utiliser les transports en commun aux populations concernées. Je veux dire, le transport du quotidien se fait essentiellement en voiture. Donc nous, on continue à se battre, y compris, c'est pour ça que le combat de la couleur des centrins est important, parce que, y compris dans la loi cadre, les lignes UIC 7 à 9 n'étaient pas comprises.
Et ils l'ont sorti c'était pas dans les questions. C'était pas dedans. Bon, ils l'ont mis. On a réussi à faire un c'est peut-être le point positif, c'est que ces lignes 8 et 7 à 9 soient prises en compte. Mais ça veut pas dire que derrière, la politique est ambitieuse et cohérente pour les rénover. Donc là, pour l'instant, moi, j'avoue qu'on est à plein je suis à plein dans le copil de la couleur des Centrins, que j'ai un petit bureau et qu'on essaye de faire des actions. Donc là, pour l'instant, on n'a pas d'action de prévue, mais si ce n'est notre participation à la manifestation de l'accord des Centrins le 30 mai à Clermont. On va y aller. Ça, c'est le prochain événement qu'il faut noter. Dans notre actualité, les élections municipales ont eu lieu. Donc on va prendre notre bâton de pèlerin, on va aller rencontrer les nouveaux conseils municipaux, les nouveaux conseils municipaux, pour porter la parole de la coordination des mobilités, de la nécessité d'une politique de mobilité, et aussi pour porter le fait que les communes ont leur mot à dire dans l'organisation des mobilités, qu'elles ont leur mot à dire au sein des agglos, des Comcom, et qu'elles ont leur mot à dire au sein du conseil régional, auprès du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, et que pour ça, il faut qu'elles aient elles aussi une vision des mobilités à l'échelle de leur territoire. Comment elles l'organisent, quels sont les moyens disponibles, comment on fait des aires de covoiturage, comment on organise par rapport aux infrastructures existantes des lieux de mobilité, comment on fait de la comodalité et de l'intermodalité. Et du coup, du côté d'Angoulême, où est-ce que ça en est ? Eh bien, du côté d'Angoulême, ça en est qu'on avait rencontré Monsieur le Président de région et Monsieur le Préfet de région, qui est parti depuis une semaine. Maintenant, c'est une préfète que l'on a à la tête de la région de Nouvelle-Aquitaine le 5 décembre. Parce que sur la ligne Angoulême-Limoges, on a un peu d'avance sur Bobsil, c'est-à-dire qu'on a une ligne de 34 millions d'euros qui ont été inscrites dans le contrat de plan État-région pour pouvoir commencer le financement de la régénération de notre ligne. Ça, c'est là depuis 2 ans maintenant. On a l'étude préliminaire qui a été remise par SNCF Réseau, une étude qui a quand même coûté 2,3 millions, c'est pas une étude de pacotille, qui a été remise en juin 2025. Et au mois de décembre, quand on avait rencontré ces personnes-là, elles nous avaient dit: on vous remettra cette étude parce que cette étude, c'est nécessaire que les associations d'usagers, que les élus du territoire la connaissent pour pouvoir prendre des décisions en responsabilité. Et alors ? Eh bien, on ne l'a toujours pas reçu. Monsieur Leblois au département de la Haute-Vienne ou Monsieur Sourisseau au département de la Charente l'ont toujours pas reçu. Et donc, hier, notre présidente, Eliane Crossi, que je salue, a réécrit une nouvelle fois la nouvelle préfète pour lui souhaiter bienvenue, et à Monsieur le Président de région, pour dire: mais quand est-ce qu'on parle de cette étude ? On veut que cette étude soit mise sur la table, on veut qu'il y ait une commission de remise de cette étude et qu'on puisse aussi travailler maintenant sur les prochaines étapes. Et si nous, on s'est coalisés au sein de ce collectif La Colère des Centrins, c'est parce que le problème qu'a Bobsil, le problème qu'on a sur Angoulême, eh bien très rapidement, on est venu à constater qu'on était plus de 40 associations, et au niveau du territoire français, certainement 200 associations, on a le même problème. Ce problème-là, il est double. Le problème du manque de financement de l'État, et c'est pour ça qu'on fait des prépositions, parce qu'on voit bien qu'il y a de l'argent qui pourrait être très justement affecté au ferroviaire, et le deuxième, d'organisation des décisions. Parce que pour l'instant, et je l'avais déjà expliqué, c'est le foutraque. On se renvoie la balle. Département, région, État, patati patata, et 10 ans se passent et rien n'est fait. Pendant ce temps, on va pousser les acacias, on voit des dizaines de millions d'euros supplémentaires de travaux alourdir les factures, et tout ça, de toute façon, c'est nous qui allons payer. Donc on dit que ça, c'est n'importe quoi, et c'est pour ça qu'on s'est fédéré au sein de la Colère des Centrins, pour pouvoir avoir une vision d'ensemble, comme tu le dis, Daniel, fort bien, une vision d'ensemble, un plan décennal, une loi de programmation sur 10 ans, et que l'on avance. Voilà. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est vrai que jusque-là, les manifestations, enfin les mobilisations pour le ferroviaire, c'était vachement très localisé, quoi, dans une gare, sur une ligne, à droite à gauche, et il manquait peut-être ce truc un peu plus national, quoi, de dire, bon, on fait des... En tout cas, c'est ce qu'on a ressenti tous et toutes au même moment, en début janvier, on s'est dit, voilà, on est en train de nous mener en bateau, nous c'est en train qu'on va être transportés, on s'associe, on agit ensemble, et quand on agit de manière collective au niveau du territoire français, ça a de la force dans nos argumentaires, puisque ça permet de structurer une approche claire, des bonnes propositions, c'est 24 amendements, bientôt un projet de loi de programmation étayé, qui permettra à la France de faire des vraies économies, parce que si on suit
les directives de la SNBC et la stratégie nationale bas carbone, c'est au moins 35 milliards par an d'économies que l'on fera à l'État. En carburant, en voiture, et c'est aussi de la souveraineté pour la France. Donc tout ça, ça a un sens, et quand on travaille collectivement, non seulement on arrive à mettre des idées à plat qui sont cohérentes, mais en plus, on peut faire ce travail fin auprès de chaque élu. Les sénateurs et sénatrices, bon, ça s'est pas super bien passé. On recommencera, de toute façon, ils vont changer. Et les députés, les nouveaux maires, les nouveaux présidents et présidentes de communautés de communes, les conseillers départementaux, tout ce travail, on le fait au niveau du territoire national avec des arguments qui sont clairement portés. Et alors nous disons aux partis politiques qui n'ont actuellement aucun programme concernant les transports que nous on a tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent travailler. Et voilà. Donc tu as raison de rappeler. Je sais qu'il y a des partis politiques qui ont des programmes, qui ont des choses détaillées et fouillées, mais je sais qu'il y en a qui malheureusement, mis à part de bonnes intentions, n'ont pas beaucoup avancé sur une loi, sur un programme pour les transports. Les transports, on dit bien les transports, qui inclut le ferroviaire, qui inclut le fluvial. Donc on leur dit, si vous voulez travailler sur un programme, nous on a tout ce qu'il vous faut pour travailler. Très bien. Du coup, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Je rappelle rapidement aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent que le Média On est là est en pleine campagne de financement, et donc on cherche 100 soutiens mensuels pour pouvoir continuer de produire les vidéos et puis se développer un petit peu. Voilà, donc ça se passe sur mediaonestla.fr, et moi je vous dis à bientôt.